7 minutes ont suffi pour éteindre Dar es Salaam et ses réflexes numériques. Le noir n'a duré que 7 minutes. Pourtant, la chute quasi simultanée du trafic et la disparition de vidéos sensibles ont laissé des traces pendant des heures, comme si l'ordre public avait été réécrit par une consigne plus que par un incident. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré regarde ce micro-événement et pose une question simple. Si un bouton peut suspendre paiement, message et preuves, qu'est-ce que cela dit de la stabilité que l'on croyait acquise? Et si demain ce silence franchissait d'autres frontières? Ce récit promet une chose précise: offrir une grille de lecture simple pour comprendre comment un blackout politique naît, s'exécute et déborde bien au-delà de sa durée officielle. L'intérêt pour le spectateur est immédiat: distinguer un incident technique d'un acte de contrôle, en identifiant les signaux faibles que l'on ne voit qu'après coup. Derrière l'argument de la sécurité et de l'ordre public se cache un arbitrage risqué: ce que l'État accepte de montrer, ce qu'il choisit de retarder et ce qu'il espère étouffer au moment le plus sensible. L'enjeu dépasse la Tanzanie. Une coupure, même brève, agit comme un stress test pour toute société hyperconnectée. Elle révèle la dépendance aux infrastructures, la fragilité des récits officiels et la vitesse à laquelle la confiance peut se fissurer. Elle met aussi en lumière les coûts invisibles, économiques, sociaux, symboliques, qui s'additionnent quand l'information cesse de circuler. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner les moyens d'anticiper, savoir reconnaître les prétextes, mesurer les effets réels et éviter de confondre silence et stabilité. Ce cadre analytique servira de fil conducteur pour lire les événements sans caricature ni complaisance. La coupure n'a duré que 7 minutes, mais le trafic Internet a chuté d'environ 90% presque simultanément sur l'ensemble des réseaux. Ce différentiel, brièveté officielle, impact massif, signale d'emblée une action coordonnée plutôt qu'un simple incident technique. Pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut replacer Dar es Salaam dans son décor immédiat. Capitale économique dense, la ville vivait une soirée électorale déjà sous tension. Des rumeurs circulaient, des vidéos de bureaux de vote incendiés apparaissaient, puis disparaissaient, et les rédactions calibraient leurs titres pour rester dans des lignes rouges implicites. Les étudiants travaillaient encore sur les campus, les taxis attendaient leur dernière course, les marchés terminaient leurs échanges. Puis, sans avertissement, les écrans se sont figés. La Tanzanie s'était longtemps présentée comme un îlot de stabilité régionale, sans coup d'État ni guerre civile. Ce récit de continuité a fonctionné comme une assurance collective, rendant l'hypothèse d'une coupure volontaire presque impensable. C'est précisément cette confiance qui rend l'épisode révélateur. Lorsque la peur de perdre le contrôle s'invite, même un système réputé calme peut basculer vers des gestes d'exception. Dans les minutes qui ont suivi, les réactions ont divergé. Les journalistes ont soupçonné une surcharge avant de comprendre l'ampleur nationale de la panne. Les opérateurs ont reçu des consignes ambiguës visant à stabiliser le réseau. Les vidéos sensibles se sont évaporées, remplacées par des écrans gris. À mesure que l'évidence s'imposait, une chorégraphie improvisée a pris forme. Sauvegarde hors ligne, déplacement physique pour échanger des cartes mémoire, contournement rudimentaire. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces signaux et y reconnaît un schéma déjà vu ailleurs. Quand l'État rétrécit le champ visible pour reprendre la main sur le récit, il déclenche souvent l'effet inverse. Le blackout tanzanien n'est pas un accident isolé, mais un cas d'école. Il révèle comment, à l'intersection d'une élection tendue et d'une infrastructure fragile, une décision minuscule peut produire des conséquences politiques disproportionnées et durables. Les effets du blackout se lisent d'abord
à hauteur d'individus, bien avant toute interprétation politique. Aïcha, 22 ans, étudiante à l'université de Dar es Salaam, rafraîchit son écran sans comprendre. Elle ne cherche pas à documenter un événement, seulement à envoyer un message banal à ses amis. Le vide qui s'affiche, aucun signal, aucune notification, devient pour elle un premier indice. Quelque chose a glissé dans l'ordre habituel des choses. À quelques rues de là, des chauffeurs de taxi vivent une scène parallèle. Les applications cessent de vibrer. Plus de courses, plus d'itinéraires. Ils klaxonnent pour prévenir, échangent des fragments d'informations contradictoires, recomposent à l'oral une carte du silence numérique. Leur réflexe est pratique, non idéologique, maintenir le lien quand l'outil disparaît. Dans les rédactions, l'adaptation est immédiate. Des chefs de service ordonnent des sauvegardes hors ligne. Des reporters quittent comme les bureaux pour échanger physiquement des cartes mémoire. Les articles sont réécrits pour éviter des suppressions ciblées. L'information ne s'arrête pas, elle change de forme. Ces microcases montrent une dynamique récurrente. Une coupure pensée pour réduire la visibilité produit dès ses premières minutes une densité nouvelle d'initiatives. Les étudiants testent des applications hors ligne, les journalistes bricolent des sites miroirs, les vendeurs ambulants frappent sur des casseroles pour signaler des rassemblements improvisés. Le silence officiel fabrique un bruit diffus. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré reconnaît dans ses gestes ordinaires une leçon déjà observée. Le contrôle par l'obscurité accélère l'inventivité sociale. Le so what s'impose alors clairement, une panne destinée à étouffer la parole tend, paradoxalement, à la multiplier. Avant la coupure, la soirée électorale suivait un rythme tendu mais maîtrisé. Les bureaux de vote fermés, des incidents isolés circulaient sans ligne et les autorités misaient sur un dépouillement discret pour contenir les tensions. Après la coupure, la logique bascule. L'outil censé calmer la situation devient le déclencheur d'une séquence incontrôlée. Tout commence par un geste minuscule et centralisé. Une instruction circule, un protocole est exécuté et Dar es Salaam plonge dans un noir numérique total. Les premières secondes produisent surtout de la confusion. Les étudiants pensent à une panne locale. Les taxis évoquent un ralentissement réseau. Les journalistes soupçonnent une surcharge. Rien n'indique encore une manœuvre politique assumée. La montée est rapide. Les messages cessent d'arriver, les plateformes sociales se figent et les vidéos sensibles, déjà rares, disparaissent presque simultanément. Dans des quartiers comme Kinondoni, des témoins décrivent des rues soudain silencieuses où les klaxons remplacent les notifications. Les rédactions comprennent presque en même temps que la panne est nationale. Les consignes internes se succèdent. Sauvegarder hors ligne, réduire les signatures numériques, privilégier les déplacements physiques. La ville improvise une circulation de l'information sans réseau. Au centre du pouvoir, la pression s'intensifie. Des communiqués prudents sont rédigés évoquant une manière itinérante, une maintenance ou un afflux inhabituel. Les opérateurs télécoms reçoivent dans des demandes ambiguës. Stabiliser la charge, limiter les interférences, protéger le réseau. Le sous-texte est clair pour tous les acteurs techniques. Réduire la visibilité des contenus susceptibles d'influencer un scrutin encore en cours de dépouillement. La crête de l'événement se dessine ici, dans cet écart entre le langage officiel et l'expérience vécue. Puis viennent les répliques. Les campus mettent en place des réseaux maillés hors ligne. Les chauffeurs de taxi deviennent des relais d'information orale. Les vendeurs ambulants signalent les rassemblements en frappant sur des casseroles. Les journalistes créent des sites miroirs hébergés hors du pays.
Chaque tentative de verrouillage produit une nouvelle brèche. Le contrôle génère des contournements plus rapides que prévu. À ce stade, l'épisode dépasse les frontières. Des enregistrements du blackout circulent à l'étranger, franchissant les pare-feux. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces fragments et identifie un schéma familier. Un État inquiet face à des images incontrôlées, une jeunesse qui refuse de disparaître dans le silence et un récit officiel fragilisé par des preuves dispersées. Pour lui, la séquence tanzanienne illustre une leçon déjà observée ailleurs. Couper un câble ne coupe pas les conséquences. Les répliques des ânes s'installent dans la durée. Des soldats apparaissent devant certaines rédactions. Un rédacteur en chef disparaît sur le trajet du retour. Des dossiers administratifs deviennent inaccessibles sous prétexte de maintenance. Même le droit semble qui ont l'entrée en pause. La ville reprend son activité apparente, mais quelque chose a changé. L'idée que la communication collective peut être suspendue sans préavis est désormais partagée. Ainsi se dessine la ligne complète, déclenchement discret, montée rapide, crête révélatrice, réplique persistante. Et une question s'impose, murmurée dans les rues et les campus. Si 7 minutes suffisent à plonger une capitale dans le noir, combien de gestes faudra-t-il pour rétablir durablement la confiance? Avant la coupure, le trafic suivait une courbe nocturne ordinaire. Après, il s'est effondré presque d'un bloc, passant d'un flux continu à une chute d'environ 90% en quelques instants. Ce basculement net, simultané chez les principaux fournisseurs, constitue le premier indice mesurable d'une action centralisée plutôt que d'un accident technique diffus. Le deuxième repère chiffré est la durée elle-même, 7 minutes de blackout total. En apparent, c'est peu. En pratique, c'est suffisant pour interrompre paiement, messages, sauvegarde et transmission en temps réel. Une coupure de 7 minutes est assez courte pour être présentée comme une anomalie, mais assez longue pour suspendre des processus collectifs essentiels. Ce seuil temporel agit comme un test de dépendance. Il révèle à quelle vitesse une capitale hyper connectée perd ses repères lorsque le réseau disparaît. Un troisième signal apparaît dans la sphère économique. Dans les heures et les jours qui suivent, les indicateurs montrent un glissement du shilling tanzanien et un ralentissement des réservations touristiques. Pris isolément, ces mouvements restent modestes. Mis en relation avec le blackout, ils traduisent une réaction classique à l'incertitude. Les acteurs économiques réévaluent le risque dès que la continuité numérique est remise en cause. La monnaie et le tourisme deviennent ici des thermomètres de confiance plus que des variables spectaculaires. Ces trois mesures, durée, chute de trafic, réaction économique, ne racontent pas toute l'histoire, mais elles la cadrent. Elles montrent que la coupure n'est ni localisée ni progressive. Elle est brève, massive et synchronisée. Ce triptyque correspond rarement à une panne fortuite. Il dessine plutôt la signature d'une décision exécutée rapidement puis partiellement déniée. Les chiffres prennent encore plus de sens lorsqu'on les confronte au comportement observé. Après le blackout, les chauffeurs de taxi modifient leurs itinéraires pour limiter leur dépendance aux applications. Les commerçants adaptent leurs horaires et privilégient le cash. Les rédactions réorganisent leur chaîne de publication avec des sauvegardes hors ligne et des relais physiques. Ces ajustements quotidiens confirment l'existence d'un choc perçu, même si les autorités minimisent son importance. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ces indicateurs comme un langage parallèle. Dans les courbes de trafic, il voit la matérialisation d'un rapport de force. Dans la variation de la devise, il perçoit l'écart entre discours de stabilité et perception extérieure. Les données deviennent, pour lui, un outil de comparaison régionale. Elles montrent comment un État peut reprendre brièvement la main sur le récit, mais au prix d'une trace mesurable et durable.
Ainsi, les preuves quantitatives ne servent pas à accuser, mais à situer. Elles établissent une baseline, puis un delta clair. Elles rappellent qu'un blackout laisse toujours une empreinte inscrite dans les journaux de réseau, les marchés et les comportements. Même lorsque les mots officiels cherchent à refermer l'épisode, les chiffres, eux, continuent de parler. Pour analyser honnêtement la coupure, il faut d'abord prendre au sérieux les arguments avancés par le pouvoir, sans les caricaturer. Le premier repose sur la sécurité intérieure. Dans un contexte électoral tendu, la diffusion incontrôlée d'images de bureaux de vote incendiés, d'affrontements ou de slogans viraux peut amplifier les rumeurs et déclencher une panique collective. Selon cette lecture, une coupure temporaire serait un outil exceptionnel destiné à casser une dynamique émotionnelle dangereuse, le temps que les institutions reprennent la main. Le second argument invoque la souveraineté numérique. Les responsables évoquent la menace d'ingérences extérieures, de campagnes coordonnées ou de manipulations en ligne cherchant à exploiter les failles du scrutin. Contrôler la circulation des données devient alors, dans leur logique, une mesure défensive. La Tanzanie, longtemps présentée comme stable, ne pourrait pas se permettre un emballement informationnel comparable à celui observé dans d'autres pays de la région. La coupure serait donc un moindre mal accepté pour préserver l'ordre et l'unité. Ces arguments ont une cohérence interne. Ils reconnaissent implicitement la puissance des images et la fragilité des équilibres politiques. Ils rappellent aussi que l'information peut devenir un accélérateur de violence lorsqu'elle circule sans filtre. Les ignorer reviendrait à simplifier abusivement la situation. Mais confrontés aux faits observés, ils montrent leurs limites. Les journalistes qui tentaient de documenter les incidents ont vu leur carte de presse confisquée. Un rédacteur en chef a disparu sur le chemin du retour, sans explication publique. Les plateformes ont supprimé des vidéos, puis les ont vues réapparaître sous forme compressée, circulant par VPN ou clé USB. Ces éléments suggèrent que l'objectif n'était pas seulement d'éviter la panique, mais de réduire la visibilité de contenus précis. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré souligne un point central. En rétrécissant le champ visible, le pouvoir rend la censure elle-même visible. La coupure n'a pas apaisé durablement. Elle a déclenché une inventivité sociale qui a contourné les blocages. La réfutation ne nie pas les inquiétudes sécuritaires, elle montre que le remède a produit des effets contraires à l'intention affichée. Ce basculement marque le véritable milieu du récit. La coupure ne sert plus seulement à contenir une crise, elle engendre un langage commun que le pouvoir ne contrôle plus. Dans une cour d'université, des tracts apparaissent avec un mot unique, UAZ, transparence. D'abord chuchoté, puis repris en chœur. Il circule de téléphone en téléphone, de clé USB en clé USB, franchissant checkpoint et effacement. Une chanson, Sauti Ya Uhuru, se propage comme une étincelle obstinée. Des fresques représentant Aïcha surgissent à Zanzibar, Lusaka ou Johannesburg avant d'être effacées à l'aube, déjà photographiées, partagées, archivées. L'effacement devient lui-même une preuve. Ce qui devait réduire la visibilité crée des traces plus durables, disséminées et difficiles à contenir. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ce glissement et y voit plus qu'un épisode tanzanien. Il reconnaît la formation d'un vocabulaire partagé entre jeunesses africaines, un refus discret de laisser le silence définir la paix. La question n'est plus seulement celle d'une élection ou d'une coupure, mais d'une dignité numérique qui s'exprime par des détours. À ce point précis, le récit change de nature. Le centre de gravité se déplace, du contrôle vers la circulation,
de l'ordre imposé vers l'initiative collective. La coupure révèle alors son paradoxe ultime, elle accélère ce qu'elle cherchait à freiner. Les effets de la nuit noire tanzanienne se déploient en cercles successifs, touchant des groupes distincts mais interdépendants. Pour les citoyens ordinaires, le retour apparent à la normale n'efface pas la prise de conscience née pendant les 7 minutes de silence. Les marchés rouvrent, les bus circulent, les écrans se rallument, mais la confiance s'est déplacée. Les familles comprennent qu'un geste administratif peut suspendre paiements, messages et liens avec la diaspora. Chaque écran figé laisse une cicatrice invisible. La parole dépend désormais d'un bouton. Pour les acteurs économiques, la coupure agit comme un avertissement structurel. Les réservations touristiques ralentissent, des investisseurs demandent des garanties supplémentaires et les petites entreprises réorganisent leurs flux pour anticiper d'éventuelles interruptions futures. Le glissement du shilling, modeste mais réel, confirme cette inquiétude. Dans un environnement déjà prudent, l'instabilité numérique devient un risque politique intégré aux décisions. Chaque minute sans réseau se traduit en coûts différés. Transactions retardées, commandes annulées, crédibilité entamée. La jeunesse vit l'épisode comme un moment fondateur. Les messages anonymes circulent hors ligne, les slogans se traduisent, les chansons se transmettent par Bluetooth ou clé USB. Aïcha, devenue symbole malgré elle, inspire des étudiants de Nairobi, Kigali ou Lagos qui reconnaissent leur propre vulnérabilité numérique. Les campus se transforment en laboratoires d'ingéniosité. Applications hors ligne, archives partagées, réseaux horizontaux. Ce groupe, souvent perçu comme spectateur, devient un acteur central de vigilance et de mémoire. À l'échelle régionale, l'épisode tanzanien fonctionne comme un miroir. Des hashtags franchissent les frontières, des communiqués institutionnels paraissent et les capitales voisines comparent. La leçon est claire, une légitimité fondée sur le silence est plus fragile qu'elle n'y paraît. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ces signaux comme une recomposition plus large. Il y voit la preuve que les jeunesses africaines partagent désormais un référentiel commun, où la dignité et la visibilité deviennent des lignes rouges. Ces quatre trajectoires se croisent et se renforcent. Ce qui devait être une interruption maîtrisée révèle une dépendance collective, expose des coûts cachés et active des solidarités transnationales. Le blackout n'a pas seulement suspendu des connexions, il a reconfiguré les attentes. La conclusion s'impose sans emphase. On peut couper un câble, mais pas durablement la conviction qu'une voix mérite d'être entendue. Sur les 6 à 12 prochains mois, la trajectoire ouverte par la nuit du blackout peut suivre trois chemins distincts. Aucun n'est certain. Chacun s'appuie sur des dynamiques déjà visibles, institutionnelles, économiques et sociales, et sur la manière dont le pouvoir choisira de gérer le récit. Commençons par le scénario de base, normalisation prudente. L'État maintient une ligne ferme tout en réduisant les gestes les plus visibles. Les coupures deviennent plus rares, mais la surveillance demeure. Les lois sur les médias ne sont ni franchement durcies, ni réellement assouplies. Les rédactions renforcent leurs sauvegardes hors ligne, les journalistes évitent quand les pics de tension et les activistes fragmentent leur réseau. La vie quotidienne reprend, mais dans un climat de vigilance diffuse. La stabilité existe au prix d'une autocensure plus fine et d'un coup de confiance persistant. Passons maintenant au scénario optimiste, désescalade contrôlée. Les signaux économiques et régionaux pèsent davantage. La crainte d'un isolement et l'impact sur l'investissement incitent à l'apaisement. Des garanties minimales apparaissent.
communication plus transparente sur les interruptions, consultations techniques, protection accrue des journalistes. Les jeunes obtiennent également des victoires symboliques, accès, visibilité, délai clair, sans rupture institutionnelle. Le pays respire mieux, et la stabilité repose davantage sur la confiance que sur l'obscurité. Terminons avec le scénario dur, institutionnalisation du blackout. La coupure devient un outil assumé de gestion des crises. Les arrestations ciblées se multiplient, des figures étudiantes s'exilent et les réseaux s'installent durablement hors du pays. La société s'habitue à une parole intermittente conditionnée au moment politique. Le risque majeur n'est pas l'explosion, mais la fatigue civique. Accepter le silence comme prix de la tranquillité. Une recommandation traverse ces scénarios. Pensez la stabilité non comme absence de bruit, mais comme présence de confiance. Plus les règles sont claires, plus les coûts des coupures sont reconnus, moins l'exception devient la norme. À l'inverse, lorsque l'obscurité sert de levier, chaque usage fragilise un peu plus le contrat social. Le futur proche se jouera dans cet arbitrage, entre contrôle immédiat et crédibilité durable. Les répercussions de la nuit tanzanienne dépassent le cadre national et touchent directement trois cercles de spectateurs, chacun confronté à une question intime sur sa propre relation au silence numérique. Parlons maintenant des jeunes connectés. Pour eux, l'épisode agit comme un révélateur brutal. Beaucoup découvrent que la liberté numérique n'est pas un acquis permanent, mais une condition réversible. L'expérience d'Aïcha résonne à Dakar, Nairobi ou Kigali. Un écran figé suffit à suspendre une voix ordinaire. Cette prise de conscience ne produit pas seulement de la peur, elle installe une vigilance réflexe, une attention accrue aux signaux faibles, vidéos qui disparaissent. Il y a applications qui cessent de répondre, délai soudain. Parlons maintenant des professionnels de l'information. Journalistes, photographes, blogueurs et éditeurs reconnaissent un scénario familier. La confiscation d'une carte de presse, la présence de forces de sécurité devant une rédaction, les contenus supprimés puis réinjectés sous forme compressée rappellent que l'infrastructure est aussi politique que la loi. Leur réaction est pragmatique. Multiplier les sauvegardes hors ligne, diversifier les canaux, organiser des relais physiques. Informer devient un exercice de résilience. Parlons maintenant des observateurs lointains. Pour ceux qui ne vivent pas sous la menace directe d'un blackout, l'histoire pose une question plus discrète. Quel silence acceptons-nous sans les nommer? Une notification absente, un site inaccessible, une vidéo manquante peuvent nous sembler anodins. Mis bout à bout, ils dessinent une normalisation de l'opacité. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré rappelle une idée simple. La dignité ne se mesure pas seulement à la parole autorisée, mais à la capacité de refuser qu'elle devienne intermittente. Le récit invite chacun à se situer, sans injonction, face à ces silences ordinaires. Sortir durablement de la logique du blackout ne suppose pas une rupture spectaculaire, mais une série de gestes concrets, cumulables et mesurables. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque en un mouvement, mais de réduire la vulnérabilité révélée par la nuit du silence. D'abord, documenter systématiquement, collecter, archiver, protéger, journaux de réseau, copies hors ligne, témoignages horodatés et listes d'incidents constituent une mémoire distribuée difficile à effacer. Documenter n'accuse pas, cela stabilise les faits. Plus les preuves sont conservées, moins le récit officiel peut se refermer sans contrepoint. Ensuite, étendre les réseaux horizontaux, relier campus, rédactions, associations et acteurs techniques. Les échanges hors ligne, les traductions croisées et les relais régionaux créent une vigilance collective qui dépasse les frontières. Dans ce maillage, les références circulent
comme des repères communs. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension. La souveraineté se renforce quand les sociétés savent coopérer sans dépendre d'un seul canal. Puis, convertir les déclarations en leviers juridiques. Les communiqués prudents d'institutions régionales ou internationales peuvent ouvrir des fenêtres d'action. Audit technique, recours constitutionnel, exigence de transparence sur les interruptions. Chaque mot officiel peut devenir un point d'appui s'il est suivi et mesuré. Enfin, cultiver la résilience quotidienne. Sauvegarde régulière, outils hors ligne, formation minimale à la sécurité numérique, soutien aux médias indépendants. Ces gestes modestes réduisent l'effet de surprise et transforment l'exception en contrainte coûteuse pour ceux qui la déclenchent. Cette feuille de route n'idéalise pas le conflit. Elle propose un chemin praticable où la lumière revient par accumulation patiente de pratiques fiables plutôt que par promesses immédiates. Lorsque le récit se referme, ce ne sont ni les communiqués ni les graphiques qui persistent, mais des gestes minuscules aperçus dans la nuit. Aïcha rafraîchissant obstinément un écran immobile. Des chauffeurs de taxi klaxonnant pour transmettre des fragments d'informations, des vendeurs ambulants frappant sur des casseroles pour suivre des marches improvisées. Ces scènes fragiles composent une mémoire que même la coupure n'a pas réussi à effacer. Dans d'autres villes d'Afrique, ces images trouvent un écho immédiat. Des étudiants reconnaissent leur propre quotidien dans ce silence soudain, et une phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité comme richesse du continent circule comme une validation discrète. Elle rejoint les chansons copiées sur clé USB, les fresques effacées puis repeintes à l'aube, les bras levés d'Aïcha, devenus motifs, symboles, puis souvenirs partagés. La leçon émotionnelle tient en peu de mots. La lumière ne revient jamais d'un seul geste. Elle se recompose par des mains anonymes, par des voix qui refusent de s'éteindre, même lorsque le réseau se tait. Une flamme posée sur les marches de l'université, photographiée, puis transmise de téléphone en téléphone, incarne cette certitude simple. On peut suspendre un réseau, pas une présence humaine. Raconter cette nuit n'a jamais eu pour objectif d'imposer une conclusion fermée. Il s'agit plutôt d'ouvrir un espace de réflexion, là où chacun peut reconnaître, dans un écran figé ou une notification absente, une expérience déjà vécue ou redoutée. Le blackout tanzanien agit comme un miroir. Il renvoie à nos propres dépendances, à ce que nous tenons pour acquis tant que tout fonctionne. Dans chaque ville, chaque campus, chaque rédaction, il existe des gestes modestes capables de maintenir vivantes des voix fragiles. Soutenir un média indépendant, partager une information vérifiée, traduire un slogan, aider un proche à comprendre comment préserver ses données hors ligne. Rien de spectaculaire, mais une somme d'actions qui rend le silence plus coûteux à imposer. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent la dignité comme une pratique quotidienne plutôt qu'un mot d'ordre. Cette idée traverse le récit. La liberté ne disparaît pas d'un coup, elle s'érode lorsque l'on s'habitue à l'absence. La question reste ouverte volontairement. Lorsque le réseau se tait, que faisons-nous pour que la parole ne devienne pas une permission intermittente, mais une responsabilité partagée?